Nous allons passer maintenant à Antoine Ténière. Alors Antoine Ténière n'est pas n'importe qui par rapport au Covid, puisque, si tu le permets bien, tu as conseillé Véran dans des conditions difficiles, justement, puisque c'était le conseiller Covid auprès de M. Véran. Mais là, je l'ai fait venir plus particulièrement, si tu veux bien. Je l'ai fait venir puisque, avec Jean-Pierre Gégou, nous avons été amenés à aller le voir, justement, pour réaliser ce dream, c'est-à-dire ce rêve, en quelque sorte, que les données de santé et les données animales que nous venons de donner là, qu'elles soient biologiques, même pourquoi pas sociétales, avec tous les travaux de sciences humaines et sociales qui peuvent se faire, de manière à ce qu'il y ait une possibilité, au moins à Paris, d'avoir un tel objectif. Et il nous a très bien reçus, bien entendu. Et là, il va nous parler, enfin, je vais le laisser, bien entendu, parler, mais ce qui est très important, c'est qu'une grande confiance lui a été faite, puisque maintenant, il dirige un grand centre désormais de recherche, justement basé sur les données, et justement c'est là où l'innovation va être effective, où nous passerions éventuellement à côté de beaucoup d'obligations à long terme, et si nous ne les tenons pas, il nous suffira que les œufs pour pleurer. Je te donne la parole, je suis très heureux que tu sois là, Antoine, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, cher Christian, de cette invitation. Je suis très heureux d'être là aussi. Je connais bien cet environnement. Monsieur le doyen, ravi de vous revoir à cette occasion. Effectivement, donc, moi j'ai occupé pendant une partie de la crise un poste au cabinet d'Olivier Véran. J'ai eu également la responsabilité de diriger une structure qui a été mentionnée tout à l'heure, qui s'appelle le Centre interministériel de crise, qui est du coup à l'intersection à la fois des enjeux santé, mais aussi des enjeux de vie générale du pays. Et c'était une occasion très intéressante de voir de l'intérieur comment est-ce que justement la stratégie des données a été un élément essentiel de réponse à la crise sanitaire. Évidemment, aujourd'hui, comme l'a dit Christian, j'ai pris d'autres fonctions et les éléments que je vais partager avec vous ne représentent pas la position du cabinet actuellement, bien entendu. Et puis, il y a certains éléments que je ne pourrais pas partager, vous comprendrez bien pourquoi. Néanmoins, on va rester dans les éléments qui ont été visibles, puisque un des apports forts que je vois de la crise, c'est justement l'accélération très forte qu'il y a eu autour des stratégies de données et notamment de la transparence de ces données. Et donc de ce point de vue-là, en tant que citoyen, je pense qu'on a tous vu à quel point il y avait eu des progrès sur la publication de données de façon répétée, de façon extrêmement large, qui permettait d'arriver à mieux comprendre, à mieux s'informer sur l'évolution de cette crise et la façon dont les réactions pouvaient être comprises, et notamment les prises de décision. Avant le départ de la pandémie, il y a un certain nombre d'éléments autour des stratégies de données en santé qui avaient été mises en place pour essayer de doter le système de santé d'outils modernes et de culture moderne qui permettait justement d'aller beaucoup plus loin dans l'apport, que ce soit scientifique, que ce soit stratégique ou que ce soit éventuellement économique, des données de santé. Un certain nombre d'éléments et de politiques publiques avaient été mis en place, notamment autour de ce qu'on a appelé l'urbanisation, le schéma d'urbanisation de la stratégie de données de santé, qui ont permis de mettre en place des structures, le Health Data Hub notamment, et des agences, notamment l'agence du numérique en santé, pour accompagner le mouvement qui était fait du numérique en santé et de la collecte de données, et rester dans une vision moderne de ces éléments-là, et avec des enjeux, on va dire, globaux, qui étaient absolument essentiels pour notre système de santé. Néanmoins, on voit bien dans le recul qu'on a aujourd'hui sur les éléments qui ont permis de récolter, d'analyser et d'utiliser ces données,
que le démarrage de la pandémie a été assez complexe pour arriver à organiser des systèmes de gestion de données qui soient rapides, réactifs, pertinents et adaptés. Et donc si effectivement au départ, même s'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient mis en place dans le système de santé, la réaction, on va dire, pour avoir le maximum de données et comprendre l'évolution de cette pandémie était complexe. On voit aujourd'hui, que ce soit sur la diffusion des contaminations à travers les résultats de tests, que ce soit sur l'analyse des vaccinations à travers les retours qui sont faits quotidiennement, qu'on a une stratégie, des outils et une volonté vraiment de piloter et de suivre l'évolution de cette épidémie de façon extrêmement détaillée et extrêmement précise, qui est sous-tendue justement par la mise en place de tous ces éléments qui ont eu lieu au fil des semaines et des mois et parfois dans des délais qui sont extrêmement contraints au fur et à mesure de la crise. La crise a touché durement beaucoup de structures, beaucoup de personnes. Ça a été redit par Jean-François ce matin et on l'a tous vécu autour de nous. Néanmoins, elle représente aussi, ou elle a représenté des opportunités fortes pour certains aspects et pour certaines innovations qui ont pris un sens tout à fait important pendant la crise. Et à mon avis, la stratégie autour des données de santé a fait partie de ces éléments. Il y a quelques autres exemples d'innovations qui ont été mises en place. Je vais penser à la télémédecine qui vivotait un petit peu avant et qui, à partir de mars 2020, avec le déverrouillage de certains aspects, est devenue une pratique tout à fait adaptée et qui est maintenant courante et sur laquelle, je pense, on ne reviendra pas en arrière, avec tous les enjeux que ça représente en termes d'accès aux soins, etc. Et avec toutes les questions éthiques évidemment autour de ça, sur la confidentialité et là aussi la question de sécurité des données. Néanmoins, on voit que les initiatives autour des données de santé ont beaucoup progressé pendant cette crise et qu'elles vont amener là aussi des éléments qui seront des socles sur lesquels on va pouvoir construire et élargir les stratégies de données au-delà de ce qui a été mis en place pour la Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'adaptations sur les outils et sur les stratégies qui se sont faites dans un temps très court. Par exemple, le signalement du nombre de cas au début de la pandémie qui avait été mis en place sur un certain nombre d'éléments de suivi et d'outils internationaux et qui ont rapidement montré leurs limites dans une dynamique extrêmement forte et qui ont nécessité des réajustements logiciels pour arriver à avoir une remontée claire des données. Vous avez peut-être vu ensuite dans l'évolution de la pandémie qu'il y a eu des remontées de données à la fois sur les patients hospitalisés, sur les décès, avec toutes les données hospitalières qui vont avec, les durées de séjour, les gravités, les index de comorbidité, etc. Et puis assez rapidement, dans la mise en place des outils de gestion des données, on a eu à disposition des outils qui ont permis de remonter le nombre de contaminations, et notamment à travers l'outil qui s'appelle CIDEP, qui est une prouesse technologique. L'idée n'est pas forcément de faire les louanges de ce qui a été fait, mais simplement de reconnaître que le système d'arriver à connecter tous les laboratoires sur le territoire français avec des machines et des outils différents dans un système unifié qui en 15 jours a permis de remonter et de fiabiliser les données de tests qui étaient faites dans une journée en France est quand même assez exceptionnel par rapport à un certain nombre d'éléments qu'on avait vu émerger auparavant dans des délais beaucoup plus courts et avec des efficacités qui étaient peut-être un petit peu moins importantes. Donc ça, c'est vraiment des éléments extrêmement fondateurs de la stratégie de données qui ont pu être mis en place. Et puis c'est ensuite poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait fiabiliser, sécuriser et coordonner ces données. Et notamment les données hospitalières, les données qui remontent des laboratoires et les intégrer dans une vision globale de gestion de données. Donc tous ces enjeux de collecter des données pour arriver à mieux comprendre la pandémie, ils ont été résolus dans un temps qui est très très court et qui a permis justement d'avoir une meilleure visibilité sur la progression de l'épidémie. Cela dans un contexte international où les initiatives des autres pays étaient évidemment très regardées. J'en redirai un petit mot à la fin. Alors,
pourquoi est-ce qu'on s'est mis à collecter des données? Pourquoi est-ce que c'était intéressant? Pourquoi est-ce que ça était utile? La première, premier élément, c'est collecter des données pour piloter. Ça peut être une évidence, mais je peux vous dire que ces éléments ont été extrêmement importants et essentiels dans la compréhension de la diffusion de l'épidémie. On a réussi à avoir un niveau de finesse dans les données et de réactivité de remontée qui était jusqu'à maintenant inégalé pour une même pathologie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui accès sur les sites de transparence des données, notamment sur Santé publique France, au nombre de cas quotidiens à l'échelle d'une circonscription, d'un canton, d'une ville, etc. Et vous pouvez voir son évolution dans le temps. Et non seulement ces données ont été mises à disposition du public avec des outils de visualisation simples, mais ils ont été également mis à disposition dans des jeux de données pour des data scientists qui d'ailleurs se sont tout à fait impliqués là-dedans avec, on l'a vu, des réussites assez intéressantes et qui du coup ont suscité peut-être au départ une incompréhension, notamment en voyant les initiatives de certains qui avaient des outils de visualisation très intéressants, la réaction du public ayant été de dire mais pourquoi c'est pas le gouvernement ou pourquoi est-ce que c'est pas le ministère de la Santé qui fait ça? Et bien simplement en fait la question n'est pas tout à fait celle-là. Dans le jeu d'ouverture des données, l'intérêt justement c'est au-delà du travail d'analyse qu'une institution ou qu'un laboratoire ou que des data scientists peuvent faire, c'est d'ouvrir les données pour que d'autres s'en saisissent et amènent de la richesse et une vision différente dans l'analyse des données qui sont disponibles. Et donc c'est tout à fait ce qui s'est passé dans la crise et on a vu des personnes comme Guillaume Rosier qui a été célèbre, mais il y en a bien d'autres qui se sont emparés de ces données, qui les ont utilisées à la fois pour vérifier que le discours et la transparence étaient cohérents avec les données, ce qui était le cas, mais aussi pour amener d'autres informations et mettre en place des outils d'information à destination du public en complément de ceux qui étaient mis en place par le pouvoir public. Donc des données pour piloter, des données pour informer, ça a été une stratégie absolument essentielle là aussi, et donc je ne vais pas forcément revenir sur la notion de transparence. On l'a vu à la fois à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale, et ça a été un enjeu très fort au-delà de la compréhension du public, de pouvoir assortir, on va dire, des politiques de santé au sein de chaque pays à partir des données qu'on pouvait avoir des autres pays. Il y a eu un certain nombre de plateformes qui existaient et d'autres qui se sont créées justement avec cet objectif d'arriver à publier des données internationales qui permettaient de comparer l'évolution de l'épidémie dans certains pays avec toutes les conséquences qu'on a vues, c'est-à-dire tel pays gère mieux, tel pays a pris telle décision, tel pays a telle structure de système de santé, et donc c'est mieux, c'est moins bien, c'est pas adapté, etc. Personnellement, je pense que ces choses-là se regardent avec le temps et le recul. On a vu à travers les différentes vagues qu'a connues l'Europe que finalement, ceux qui ont été très touchés au départ, et c'est tout à fait logique, l'ont peut-être été un petit peu moins ensuite, et que ceux qui avaient été peut-être un peu plus épargnés au début, avec moins de contamination et donc moins d'immunité, ont été un petit peu plus touchés ensuite. Donc, à mon avis, le match pourra être commenté à la fin de cette aventure. Tout ça, c'est extrêmement important d'arriver à comprendre le rôle qu'a joué cette collecte de données sur le plan international et de voir ensuite les enjeux politiques qu'il y a eu, notamment dans la réaction européenne qui, on va dire, s'est coordonnée au fur et à mesure du temps. Et je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers commentaires qu'il y avait eu au moment de l'arrivée des premières contaminations en Italie et où l'ensemble de l'Europe regardait avec stupéfaction quelque chose que personne n'avait anticipé à partir des données qui avaient été publiées par la Chine initialement, et où finalement un certain nombre de réactions politiques ont été d'essayer de comprendre ce qui se passait, de récupérer des données pour voir quel pouvait être l'impact sur chacun des pays, et puis derrière de prendre des décisions pour essayer de protéger chacune des populations. Et finalement, les premiers conseils européens, là aussi, ont montré des temps de réaction
qui était corrélée, on va dire, à la dynamique de la menace qui est arrivée. Et on a vu à travers le temps et à travers l'évolution de cette épidémie qu'il y a une meilleure coordination, notamment avec la transparence des données, notamment avec la stratégie sur les vaccins, a été un élément fort, je trouve, de la réaction européenne par rapport aux données qu'on avait. Alors évidemment, on n'est pas encore au niveau d'une agence européenne de gestion de crise sanitaire, mais c'est quelque chose qui est discuté. Et je pense que, en tout cas, ces éléments ont été les fondations de la compréhension européenne des enjeux de politique internationale à partir des données qui ont été partagées. Ce qui est intéressant ensuite, c'est aussi la façon à la fois dont le public s'est emparé de ces données. J'ai parlé de l'information et de la transparence, mais les débats parlementaires qui ont eu lieu à l'occasion de cette pandémie, et notamment la façon dont les sujets autour de la sécurisation des données, la conservation des données, l'anonymisation des données ont été menés dans les différents projets de loi qui ont été portés sur l'état d'urgence sanitaire, et notamment un particulièrement important sur la mise en place des outils informatisés qui ont permis de gérer un certain nombre de données personnelles de santé. Et donc on a vu s'affronter des positions difficilement conciliables entre un appel parfois à une gestion calquée sur certains modèles de pays asiatiques où finalement on voyait que les contaminations étaient très surveillées, que les outils informatisés étaient un atout majeur dans la gestion de la pandémie, etc. Mais en oubliant en fait que derrière ça il y avait un contrôle très fort des données personnelles et des données de santé, et puis un impact sur les libertés individuelles qui n'était pas du tout le choix de société fait en France. Donc ça a donné lieu à des débats très intéressants qui ont permis de montrer la maturité, on va dire, des esprits sur ces sujets de collecte, d'analyse, de conservation et éventuellement de valorisation des données. Et on voit, ça nous projette dans ce qui va probablement arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est-à-dire tous les débats autour de la façon dont les données, qui sont aujourd'hui vraiment un élément de valorisation et notamment de valorisation économique du système de santé, vont être menées, et la façon surtout, et je pense que c'est important, dont la France peut positionner des choix souverains sur ces questions-là. Et de ce point de vue-là, là aussi, je vous recommande une très belle analyse de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui a comparé les stratégies de données entre la France, les États-Unis et la Chine pendant la pandémie. C'est une fenêtre ouverte très très directe sur la façon dont chacun des pays s'empare de ces sujets-là avec les modèles existants et avec la politique existante. Et ça permet de mieux comprendre pourquoi justement le choix d'un modèle français ou européen qui préserve justement la sécurité des données, l'anonymisation et les grands enjeux qu'on partage aujourd'hui sur ces données de santé est absolument essentiel dans une stratégie, on va dire, qui se globalise et qui avance extrêmement rapidement, et où finalement les choix qui sont faits aux États-Unis ou dans les pays asiatiques sont extrêmement différents et pourraient être potentiellement des menaces ou des dangers sur les éléments forts qu'on veut positionner sur le plan éthique sur les sujets de données. À partir de ça, comment est-ce qu'on se projette dans la suite ? Clairement, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des progrès très importants qui ont été faits. Un peu dans les outils, mais pour moi c'est pas forcément l'élément le plus important, mais beaucoup dans les usages. Et dans les usages, en fait, derrière il y a l'appropriation et la compréhension de chacun sur ce que peuvent amener ces données de santé, pourquoi elles sont importantes. Derrière les données de santé, en fait, qui n'est pas forcément la préoccupation la plus importante de chacun, même si c'est un sujet de débat de fond avec les différentes attaques qu'on voit aujourd'hui, il y a surtout les interfaces qui sont le lien entre chaque personne et ses données, les applications, les outils qui permettent d'avoir des résultats de laboratoire informatisés, des imageries sur son ordinateur, etc. Et en fait, on voit que aujourd'hui, de la même façon qu'on prend son billet de train sur un smartphone, de la même façon que on va écouter de la musique dématérialisée, eh bien, ces sujets de santé sont passés dans quelque chose qui subit ou qui bénéficie, on
va dire, en fonction du point de vue qu'on veut adopter, pleinement de la transformation numérique. Et cette transformation numérique, elle va continuer, elle va s'élargir dans d'autres pathologies que la Covid-19 et que les éléments de gestion de crise, et elles vont devenir absolument essentielles. Ce sera à nous de les accompagner en ayant bien compris les enjeux éthiques, à la fois à travers les apprentissages qu'on a eus à travers cette crise Covid, et avec toutes les questions qui peuvent se poser sur d'autres sujets bien plus importants, notamment quand on va parler de maladies chroniques, quand on va parler de valorisation de données et d'initiatives qui pourraient être beaucoup plus larges dans notre société. Voilà les quelques éléments que j'avais envie de partager avec vous, et je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a, et si on a surtout le temps. Merci beaucoup, cher Christian. Alors, on n'a peut-être pas le temps de poser les questions, quoique on le fera, on va renvoyer les questions, il y aura des réponses et on va faire un ouvrage particulièrement intéressant. Je vais le proposer chez Dallos, qui sont heureux. Il y a le prochain, je vous invite le 15 décembre prochain à Foch, 25 novembre prochain à Foch, puisqu'on va faire l'évaluation des pratiques de santé et donc les problèmes de données vont être majeurs. Et là, on a l'intention de faire un ouvrage particulièrement grand. Je vous donnerai un ouvrage que les 31 et 30 mars dernier, l'Institut international de recherche en éthique biomédicale, c'est-à-dire l'IREB, avec nos amis canadiens, nous avons fait 2 journées sur justement ce qui a été abordé, c'était les éléments de sciences humaines et sociales de type fake news, de type peur, de comment tous ces éléments-là, on peut poser des problèmes par rapport à la communication médicale. Donc, déjà, on vous donnera ce livre, comme aujourd'hui on vous a donné, celui sur, comment dire, la pertinence des actes et surtout l'argent et l'éthique, en quelque sorte. Mais on pourra faire de ces 2 journées qu'on a là, en fait, un très bon livre encore, si vous voulez bien. Donc, n'hésitez pas d'envoyer christian.herve@parisdescartes.fr, nous sommes heureux, on vous répondra, on enverra aux différents collègues et on va essayer de faire quelque chose de très actif. Antoine, merci, c'est superbe.